Bonjour et bienvenue au musée féministe. Vous êtes actuellement dans la salle d'entrée. Afin de débuter la visite, veuillez presser le bouton 1. Vous êtes à présent dans la salle du résumé. Sur le tableau ici présent, vous pouvez apercevoir Arlette Gauthier. Arlette Gauthier est professeure de sociologie à l'Université de Brest en France. Celle-ci s'est largement intéressée aux sujets comme le genre, les droits reproductifs et la santé de reproduction. Sur le tableau à côté, vous pouvez apercevoir le texte « Controverse autour des droits reproductifs et sexuels ». Ce texte d'Arlette Gauthier a été écrit en collaboration avec Christelle Grenier-Torres. Le texte « Controverse autour des droits reproductifs et sexuels » s'intéresse à la signature du programme d'action du Caire. Ce programme d'action reconnaît plusieurs droits reproductifs. Si en 1994, 79 pays étaient signataires, d'autres ne l'étaient pas. Le pacte a donc pour objectif l'autonomisation féminine. Toutefois, les deux auteurs notent que les notions de droits reproductifs et d'autonomie féminine sont en effet controversées. La confusion de signification autour du terme droit reproductif est telle qu'il est nécessaire de revenir sur la généalogie politique de cette revendication pour l'éclairer, avant de préciser le sens qu'elle a pris dans la normativité internationale, mais aussi dans les politiques nationales et locales, notamment de planification familiale et d'avortement. Il semble donc que différents acteurs luttent pour imposer un sens qui leur convient. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette controverse, les auteurs nous expliquent que l'intersectionnalité joue un rôle. L'intersectionnalité est le croisement entre deux formes d'oppression. Dans l'histoire, mais encore aujourd'hui, ces personnes sont parfois victimes de stérilisation forcée, mais également de violences médicales liées à leur race. Il faut néanmoins rappeler que la population des départements français d'outre-mer a longtemps subi la même discrimination que les Noirs aux États-Unis. Sa fécondité était découragée. Effectivement, les femmes blanches étaient encouragées à enfanter, tandis que pour les femmes noires, la stérilisation restait forcée. Par conséquent, les Nations Unies ont tenté d'atteindre une norme internationale. De la Conférence internationale des droits de l'homme à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la tentative d'imposer une norme internationale a été rude pour les Nations Unies. Mais malgré la difficulté, les Nations Unies ont tout de même donné une définition aux droits reproductifs dans le pacte. Tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et ses fonctionnements et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Cela suppose le droit d'accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d'avoir un enfant en bonne santé. 156 pays ont donc accepté cette définition des Nations Unies. Toutefois, elle reste hétéronormative. En recherchant une norme internationale, l'ONU pensait que le pacte allait marcher. Les auteurs dénoncent que, 20 ans plus tard, trop peu de choses avaient changé. Les résistances, les détournements et les appropriations rendent difficile la création d'une norme internationale sur les droits reproductifs. Pour passer à la chambre de réflexion, appuyez sur le bouton 2. Vous êtes maintenant arrivé à la chambre de réflexion. Voici les concepts à retenir. Droit, sexualité, autonomie corporelle, controverse, reproduction, intersectionnalité, santé, lutte, avortement, discrimination. Le tableau tout en haut concerne les critiques. Ma première critique est que le fil conducteur du texte est vraiment facile à perdre. En effet, le texte part un peu dans les sens et aborde plusieurs sujets et revient d'un premier sujet, un deuxième sujet, à un premier sujet et un deuxième sujet. Ma deuxième critique est que le texte s'intéresse à un large panel de pays, ce qui stimule la curiosité. En effet, en parlant de la norme internationale, on peut bien sûr voir toutes les données que les auteurs ont mentionnées et s'interroger sur les convictions des pays en question. Maintenant, une question!
Le programme d'action du CARE développé par l'Occident continue-t-il à perpétuer une mainmise coloniale sur les pays en développement ? Je suppose que oui, parce qu'encourager les pays décolonisés à reproduire les pratiques occidentales les encourage à renoncer à leur culture pour respecter les programmes d'action occidentaux. Le tableau au-dessus du canapé s'intéresse à l'application de la théorie à la vie de tous les jours. En rapport avec le texte, pour moi, l'accès aux droits de santé et reproductif me permet de m'épanouir parce qu'il me sécurise sur le fait que je peux choisir mon propre corps. Ainsi, dans ma vie, je peux décider de mes relations sexuelles, de mon envie d'avoir des enfants ou non, mais aussi de ma contraception. Avoir une norme internationale qui permettrait à toutes les femmes de la planète de pouvoir vivre ce que je vis serait un souhait. Mais comme le montrent Arlette Gauthier et Christelle Grenier-Torres, cela est extrêmement difficile. Pour passer à la salle 3, veuillez appuyer sur le bouton 3. Bienvenue dans la salle 3. Sur le tableau en haut à droite, vous pouvez apercevoir Mounia El-Kotni. Mounia El-Kotni est une anthropologue spécialisée dans les thématiques du genre, de la santé et de l'environnement. En dessous du tableau de Mounia El-Kotni, vous pouvez apercevoir Chiara Cagliariello. Celle-ci est une anthropologue française qui s'est concentrée sur les sujets de la reproduction, du racisme et du genre. Le tableau en haut à gauche représente le texte qu'elles ont écrit en collaboration nommé « L'injustice obstétricale ». Depuis le milieu des années 2010, le terme « violence obstétricale » a fait irruption dans le champ politique et médical. Le terme de violence obstétricale est défini par les auteurs comme une articulation entre violence institutionnelle et violence de genre. Les violences obstétricales s'exercent sur le corps des femmes. L'ajout de discriminations comme la grossophobie, le racisme, le classisme peut amplifier les violences obstétricales. Surgissant à des moments où les femmes sont vulnérables, enceintes ou nues, face à des personnes détentrices d'autorité, nous interrogeons ce que produit l'articulation des violences obstétricales avec d'autres facteurs sociaux comme la classe ou la race. Afin d'appuyer leur thèse, les deux autrices ont réalisé plusieurs recherches sur les violences obstétricales auprès de femmes pauvres, racisées ou migrantes. Également, l'objectif de ces recherches était de montrer un rapport de pouvoir ancré dans des mécanismes plus globaux de domination. De plus, le cadre d'analyse proposé par les deux autrices est celui de l'injustice obstétricale. La césarienne, l'épisiotomie, la stérilisation forcée, les actes médicaux réalisés sans le consentement des patientes, voici des exemples de violences obstétricales. En partant du constat qu'il existe des maltraitances mutuelles entre les médecins et les patients, et que les violences obstétricales témoignent du sexisme, les auteurs vont plus se pencher sur les expériences d'intersectionnalité. Partant de ce constat, nous proposons d'analyser les expériences de violence obstétricale de femmes marginalisées comme l'une des expressions de la violence systémique qu'elles vivent dans les autres aspects de leur vie. Pour cela, nous avons croisé les données issues de nos différentes recherches au long cours en Europe et en Amérique latine. Ainsi, les deux autrices ont interrogé près de 200 personnes sur la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement dans plusieurs pays. En France, en Italie, au Mexique et au Guatemala. Mounia El-Kotni a donc analysé les violences obstétricales comme une violation du consentement. Dans le cas des femmes autochtones, les violences obstétricales s'inscrivent dans la continuité de l'exploitation de leur corps par le colonialisme et le patriarcat. Du côté de Chiara Cagliariello, les violences obstétricales s'inscrivent dans un continuum de rapports de domination et mettent en lumière les relations ambivalentes qu'entretiennent les femmes avec la technologie obstétricale qui peut être un instrument de violence. À chacune, le terme de violence obstétricale a semblé insuffisant pour analyser les expériences de ces femmes pour qui ces violences ne semblaient pas vécues de façon isolée mais s'inscrivaient en continuité de la violence systémique vécue à l'intersection de la classe, de la race et du genre. Le point commun dans l'expérience de toutes ces femmes est donc le traitement différencié.
Nous pouvons alors retenir que les femmes non blanches et les femmes pauvres sont les populations les plus exposées à ces interventions injustifiées. Les barrières linguistiques, les possibilités d'accès aux soins et le statut migratoire sont des facteurs qui peuvent faire ressortir l'injustice que ces femmes vivent déjà. Afin de passer à la salle de réflexion, veuillez appuyer sur le bouton 5. Bravo, vous êtes maintenant dans la salle de réflexion. Voici maintenant quelques concepts à retenir. Droit, santé, sexualité, injustice obstétricale, intersectionnalité, violence, discrimination, racisme, consentement, justice. Le tableau en haut à droite s'intitule « Critique ». Nous allons donc procéder à 2 critiques. Je trouve que le texte est accessible à la population parce que les termes sont vulgarisés. C'est cette facilité de compréhension qui va permettre de faire changer les choses. Par conséquent, la large portée de ce texte va permettre de faire évoluer les mentalités. Ma seconde critique est que le texte met de côté les femmes asiatiques. En discutant avec mon ami Shuning, qui est né en Chine, nous avons pu constater que régulièrement, les femmes asiatiques étaient absentes des discussions concernant le racisme. Il serait alors judicieux de s'intéresser aux violences obstétricales que vivent ces femmes. Maintenant, une question. Est-ce qu'un médecin racisé est moins susceptible de pratiquer des violences obstétricales ? Je suppose que oui, parce que le médecin doit avoir conscience des préjugés blancs. Si celui-ci ou celle-ci est plus sensibilisé sur le racisme, alors il présentera plus d'empathie envers ses patients de couleur. Voyons maintenant l'application de cette théorie à la vie de tous les jours. Cette théorie me fait prendre conscience qu'en règle générale, on a tendance à minimiser la douleur des femmes. Je n'ai jamais vécu de césarienne, d'épisiotomie ou de stérilisation forcée. Par conséquent, je n'ai jamais vécu de violence obstétricale. Mais j'aimerais aborder un angle qui, dans la vie de tous les jours, est très présent. C'est celui de la violence psychologique effectuée par les médecins. J'ai d'ailleurs l'impression que cette violence psychologique est bien plus réalisée sur les femmes que sur les hommes. Pour donner un exemple qui m'est arrivé, mais qui est arrivé à également 3 femmes autour de moi, c'est celui de l'endométriose. J'ai ressenti les premiers symptômes de l'endométriose à l'âge de 13 ans. De mes 13 ans à 15 ans, les symptômes se sont empirés, en passant des crampes de ventre intenses à l'impossibilité de marcher pendant les 3 premiers jours de règles. À plusieurs reprises, j'ai consulté des médecins généralistes. Ils se comptent au nombre de 3. Ils m'ont tous conseillé de prendre un Doliprane avant et pendant l'arrivée de mes règles. Malgré l'immense douleur que j'ai pu leur décrire, aucun d'entre eux ne m'a incité à aller voir un gynécologue pour me faire tester. C'est moi-même et mon père qui avons fait les démarches. Après une consultation et plusieurs tests, il s'est avéré que j'avais une endométriose à un stade très avancé. Ce que je dénonce ici, c'est le manque de prise en compte de ma douleur par ces 3 médecins généralistes, qui m'ont simplement prescrit du Doliprane alors que je n'arrivais plus à marcher lors de mes règles. En minimisant ma douleur, ils m'ont fait comprendre que mon jugement ne valait rien. Cette violence, je l'ai vécue, mais plusieurs femmes l'ont également vécue. Il existerait donc des injustices dans le traitement des patients. Pour passer à la salle de sortie, veuillez appuyer sur le bouton 6. Bienvenue dans la salle de sortie. Les 2 textes abordés précédemment nous ont parlé du corps des femmes, ont dénoncé la situation des femmes par rapport à la santé reproductive et sexuelle et ont mis en lumière les injustices corporelles vécues par les femmes à travers le monde. Le Musée féministe vous remercie pour votre écoute attentive. Nous vous souhaitons une agréable journée. N'oubliez pas de remettre cet autoguide à l'accueil.